Et les utilisateurs de jets privés sont des criminels. Au bout d'un moment, on est dans une situation telle par rapport à l'état de la biosphère et de la catastrophe écologique dans laquelle nous sommes plongés que c'est un comportement totalement criminel. En une heure, moi je fais des efforts dans l'année et en une heure, cette personne en jet privé va annuler tout ce que moi je fais. Et en fait, ça veut dire quoi ? À quoi ça sert que nous, on fasse des efforts pour vivre sobrement quand ces espèces de criminels, je reviens sur le terme et je l'assume. Cette vie dans ce qu'ils appellent la société, leur société, leur classe, ça devient la société, c'est quelque chose dont ils ne peuvent pas se défaire parce que c'est leur façon de se masquer à eux-mêmes l'arbitraire de leurs privilèges. L'oligarchie et les intérêts privés ont derrière eux maintenant la puissance de l'État qui de facto n'est plus au service de l'État, de l'intérêt général, n'est plus au service du bien commun, mais approprié par la classe dirigeante. Ça ne veut pas dire que tous les actes de l'État vont être forcément mauvais, mais ils n'iront jamais à l'encontre des choix de l'oligarchie. Dans le dernier classement de Challenge, vous avez dans la fortune de Bernard Arnault 860 fois celle de la 500e fortune professionnelle. Et donc vous n'avez jamais une dispersion pareille chez les classes moyennes ou dans les classes populaires. Les riches, sur quelle planète vivent-ils ? Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Cette phrase mythique prononcée par le président Jacques Chirac lors du 4e sommet de la Terre à Johannesburg le 2 septembre 2002 reste malheureusement, près d'un quart de siècle plus tard, d'une actualité brûlante. À qui la faute ? Aux décideurs qui peinent à s'accorder sur des solutions ambitieuses et efficaces, aux lobbies qui jouent leur partition dans la cour des puissants, aux riches, de plus en plus riches, qui caracolent en tête des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, ou à pas de chance. Dans cette équation, le capitalisme semble être devenu incompatible avec le futur de la Terre et de ses habitants. Quel tableau peut-on brosser de la situation et quels en sont les mécanismes ? La richesse rime-t-elle forcément avec dévastation de la planète ? Quelle solution ? Avec nous, deux invités. Monique Pinson-Charlot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présente avec nous. Vous êtes sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS et vous faites paraître le livre « Les riches contre la planète, violence oligarchique et chaos climatique », un livre paru aux éditions Textuelles. Et avec nous, également dans le studio, Hervé Kempf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du journal Reporter, le quotidien de l'écologie, écrivain, et avec Juan Mendes, vous nous offrez une BD truculente et riche d'informations. Comment les riches ravagent la planète et comment les en empêcher, c'est son titre. Et cette BD, elle est publiée aux éditions du Seuil. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes toujours en partenariat avec le journal Le Monde. Émission préparée par Corinne Amar et Célestine Babinet avec la collaboration de Vanessa Chang et celle des équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée toujours par Alexandra Malka avec à la technique ce soir Marie-Claire Oumabadi. Dans les airs, c'est un balai incessant et pour cause. Le nombre de vols en jet privé en Europe aurait augmenté de 64% en 2022. Et sur la première marche du podium, selon Greenpeace, la France qui bat tous les records, avec 84 885 vols l'année dernière. Une explosion qui fait polémique et s'invite dans le débat parlementaire. Jeudi soir, les Verts ont tout simplement proposé d'interdire ces vols. Et donc la proposition de loi, il s'agit simplement de déplacer la mobilité des plus riches de l'avion en jet vers l'aviation commerciale régulière ou en train. C'est en rien radical d'exiger d'une personne qu'elle se rende à Bruxelles en Thalys ou à Londres en Eurostar. C'est en rien radical d'interdire un vol en jet privé entre Cannes et Nice, séparé d'à peine 30 km et desservi par la route et le train. Je ne souhaite pas punir les plus riches. Je souhaite juste les ramener sur terre. Une proposition qui ne sera finalement même pas votée faute de temps et qui s'est heurtée à une forte résistance de la majorité au RN. Monsieur le ministre, en réalité, mes chers collègues, cette proposition de loi n'est pas écologique, elle est idéologique. Interdire brutalement les jets, ce serait donc se priver d'un outil de développement économique et de désenclavement pour nos territoires ruraux. Reportage diffusé sur France 5 le 8 avril 2023 dans l'émission C'est dans l'air.
Il faut bien avouer que ce qui a mis le feu aux poudres ces dernières années est le sujet jet privé. Plein d'enseignements, on l'entendait dans ce reportage, à la fois sur la question des plus riches, mais aussi sur le monde politique. Et on se souvient aussi, pour beaucoup, du tweet de Clément Beaune, ministre chargé des Transports à l'époque, c'était fin août 2023, qui parlait de justement regarder un petit peu de plus près, s'occuper de cette question des jets privés et de la pollution. Et puis le recadrage assez rapide du président Emmanuel Macron dès la rentrée. Est-ce que vous voulez réagir peut-être et l'un et l'autre sur ce sujet de jet privé? Hervé Kempf. À un moment, il a été dit, je crois, il ne faut pas les punir. Je crois que si, absolument, il faut les punir. Les utilisateurs de jets privés sont des criminels. Au bout d'un moment, on est dans une situation telle par rapport à l'état de la biosphère et de la catastrophe écologique dans laquelle nous sommes plongés que c'est un comportement totalement criminel. Donc oui, il faut évidemment faire une loi pour sanctionner ces comportements asociaux, et rapidement l'expliquer, parce que souvent les promoteurs ou les possesseurs de jets privés vont dire oui, mais c'est 1 ou 0,5% des émissions de gaz à effet de serre globales. Ce qui est exact, sauf que il joue un rôle d'ostentation, de montrer un modèle culturel de surconsommation, de gaspillage, d'aisance par cette possibilité d'aller de Paris à New York et puis de revenir et d'aller à Naples, etc. Et en fait, ça entraîne l'ensemble de la société dans un désir, dans une recherche de distinction, dans des comportements de rivalité ostentatoire qui font que même si, évidemment, la très très grande majorité des gens ne vont pas prendre de jet privé, ils vont avoir envie de prendre l'avion, ils vont avoir envie de voyager, etc. Donc, autant l'impact direct des jets privés et de ce type de comportement n'est pas en soi tout à fait négligeable, mais aussi il y a un effet d'entraînement qui est extrêmement important. Donc, et d'ailleurs, il y a une personne qui le disait dans votre reportage, en 1 heure, moi je fais des efforts dans l'année, et en 1 heure, cette personne en jet privé va annuler tout ce que moi je fais. Et en fait, ça veut dire quoi ? À quoi ça sert que nous, on fasse des efforts pour vivre sobrement quand ces espèces de criminels, je reviens sur le terme et je l'assume, se comportent de cette manière. Assumer ce mot, effectivement, et en même temps, on entend de plus en plus ces questions-là, ces crises aussi de comportement, Monique Pinson-Charlot, c'est-à-dire l'incompréhension, et visiblement ce que ça peut susciter aussi comme potentiel chaos de classe. C'est-à-dire que les jets privés, ça a été d'abord très bien relayé au niveau des médias. C'est quelque chose qui est visible. C'est un symbole de la puissance des plus riches qui s'impose et qui pollue. Mais pour les plus riches, donc moi je me place toujours du point de vue des plus riches, ils sont en parfaite logique avec leur fonctionnement de classe. C'est-à-dire, ils sont toujours dans le séparatisme des riches, le séparatisme des riches. Ils sont toujours entre eux, ils sont toujours avec leurs semblables, et cette vie dans ce qu'ils appellent la société, leur société, leur classe, ça devient la société, c'est quelque chose dont ils ne peuvent pas se défaire, parce que c'est leur façon de se masquer à eux-mêmes l'arbitraire de leurs privilèges, qui ne tient qu'à une seule chose, des titres de propriété dont ils ont le plus souvent hérité au sein des quartiers de bourgeoisie ou de noblesse avant, et qu'eux-mêmes devront transmettre aux générations suivantes. Ou certains qui sont devenus des puissants parce qu'ils ont monté aussi des entreprises qui sont florissantes. Voilà, mais il faut montrer patte blanche pour être coopté dans le club du Gotha, et pour ça il faut inscrire sa richesse dans le temps long. Et alors les jets privés, c'est quand même un des moments, je le dis en conclusion de mon livre, c'est un des moments où ils sont vraiment, c'est le Pérou pour eux par rapport à cet entre-soi. Ils sont sûrs de ne pas rencontrer des gens qui ne sont rien. Ils sont vraiment dans le confort, au-dessus de la terre, et dans un confort qui est le silence, qui est très silencieux, tout est très confortable. Voilà, j'ai mis des extraits de personnes qui m'ont témoigné de leur bonheur d'être en jet. Donc, je l'ai appelé le joyau de la couronne. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que et l'un et l'autre, vous avez mené ces enquêtes-là, et que vos livres sont aussi basés sur des études, enfin sur des données aussi vérifiées, et un travail d'enquête. Est-ce que vous parleriez, dans ce cas-là, de déconnexion, et avec cet effet aussi ostentation qui fait que même
entre eux, il y a cette volonté, on le voit avec dans votre BD, d'avoir encore plus beau jet que celui qui a déjà un méga jet, quoi. On peut parler comme ça, non? Oui, tout à fait. Musk voudra avoir la plus belle fusée que Jeff Bezos, etc. Et là, ça vaut la peine de convoquer, je parle à France Culture, donc je peux employer des mots compliqués, de convoquer un économiste, sociologue, qui était Thorstein Veblen, qui selon moi est vraiment important pour expliquer ce fonctionnement classiste des riches. C'était Thorstein Veblen donc, a développé la théorie de la rivalité ostentatoire à la fin du 19e siècle. Il était à l'université de Chicago. Je le résume à très grands traits, évidemment. Oui. Il considérait que dans toute société hiérarchisée, il y a un trait de la nature humaine, un trait parmi des milliers de traits évidemment, qui est la tendance à rivaliser les uns avec les autres, avec ses pairs, de manière symbolique, de manière non agressive, mais de montrer qu'on a une légère supériorité, un léger prestige par rapport à ceux avec lesquels on vit. Et la manière dont dans des sociétés hiérarchisées, on va trouver le modèle de ce qui montre, ce qui permet ce surcroît de prestige, c'est en imitant ceux qui vivent dans la classe qui est au-dessus. Il emploie le terme de classe, pas au sens marxiste, mais enfin il l'assume là aussi totalement. Et ceux dans la classe au-dessus sont eux-mêmes en proie à cette rivalité ostentatoire, vont prendre le modèle sur la façon de vivre qui sont au-dessus, et ainsi de suite de bas en haut. Et c'est pour ça que le comportement des ultra-riches tout en haut de la pyramide sociale est extrêmement important, pas tant même si, une fois de plus, leur impact écologique est important, mais ils vont définir un modèle de surconsommation qui va imprégner l'ensemble de la société. Et qu'est-ce qui se passe quand on est non plus dans la société un peu close des États-Unis ou de l'Europe de la fin du 19e siècle de Thorstein Veblen, mais dans le 21e siècle mondialisé, avec une inégalité qui n'a jamais été aussi grande depuis le début du 20e siècle, eh bien, ce modèle de surconsommation va imprégner l'ensemble de la société. Parce que maintenant, qu'on vive à Jakarta, à Bogota, à Niamey ou à Naples, on sait comment on vit à New York ou à Londres. Et donc, ce comportement des Musk, des Bolloré, des Arnault, des Pinault, des Bezos, etc., va définir un modèle de surconsommation qui imprègne l'ensemble de nos comportements et de notre culture quotidienne de consommation. Alors, pour être bien précis, parce que nos auditeurs doivent se demander, mais là, quand on parle des riches, de qui parlons-nous? Vous parliez aussi des ultra-riches, hyper-riches. C'est quoi la définition? Et concrètement, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner pour que nous comprenions en quoi ils ont ce rôle-là sur le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre? C'est quoi les données pour avoir vraiment un rapport de riches à plus pauvres? D'abord, ce qu'il faut bien préciser, c'est que c'est une classe qui est la classe sociale des riches, des capitalistes, de la classe dominante, peu importe comment on l'appelle. En tout cas, c'est eux qui détiennent les titres de propriété et qui imposent un rapport d'exploitation, le système capitaliste permettant d'exploiter toutes les formes du vivant, humain et non humain. Et donc, ce qu'il y a de très intéressant dans cette classe, c'est précisément qu'il y a une très grande hétérogénéité. Par exemple, dans le dernier classement de Challenge, vous avez, dans la fortune de Bernard Arnault, 860 fois celle de la 500e fortune professionnelle. Et donc, vous n'avez jamais une dispersion pareille chez les classes moyennes ou dans les classes populaires. Et puis, il y a des phénomènes de concurrence très fortes, comme tu l'as dit, entre eux. Alors, pour ceux qui ne vous voient pas, c'est Hervé Kempf. Hervé Kempf, oui, pardon. Alors, tu as cité Veblen, moi j'aurais pu citer la société de cours de Norbert Elias, où on voit comment il faut dépenser avec des trucs symboliques pour montrer qu'on est supérieur à l'autre. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ces phénomènes de concurrence sont maîtrisés par le fonctionnement même de cette classe sociale. C'est-à-dire que il y a des instances de coordination qui viennent justement calmer quand, par exemple, il y a une concurrence trop forte entre Bernard Arnault et François Pinault pour racheter Gucci. On envoie, par exemple, Marc Ladreille de la Charrière résoudre le problème. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'ils fonctionnent en classe sociale mobilisée, consciente d'elle-même et dans l'exploitation, dans la violence de classe. Hervé Kempf, on est riche à quel niveau? Alors, on est riche dans une société si l'on gagne plus de
du double du revenu médian dans cette société. Alors, expliquons, hein, c'est une définition qui est donnée par l'Observatoire des inégalités, parce que bizarrement, il n'y a pas de définition officielle de la richesse, alors qu'il y en a une de la pauvreté. Et donc, le revenu médian, qu'est-ce que c'est dans une société? C'est le niveau de revenu où il y a autant de personnes qui gagnent plus que de personnes qui gagnent moins. D'accord. Donc, dans un pays comme la France, oui, on est à combien? pour une personne seule, après impôt, c'est de l'ordre de 2000 à 2200 euros. Brut ou net? Net, après impôt, et pour une personne seule. Et donc, vous serez riche si vous gagnez, après impôt et pour une personne seule, en gros, plus de 4400 euros. Alors, ça veut dire, enfin, ça veut dire qu'il y a ce chiffre, et on est riche. Au-dessus de 4400 euros, c'est de l'ordre de 10% de la population qui sont des riches. Et après, il y a un phénomène extrêmement important que Monique Pinson-Charlot vient de souligner, c'est qu'il y a une hétérogénéité extrêmement grande. Si on reprend l'image de la pyramide, c'est pas une pyramide comme la pyramide de Khéops, ça va être une aiguille quasiment. C'est-à-dire qu'entre monsieur Arnaud, monsieur Bolloré et peut-être des personnes prospères qui nous écouteraient en ce moment, qui seraient avocats, qui seraient médecins, qui seraient professeurs d'université, qui seraient chefs d'une petite entreprise et qui peut-être gagneront 5 000 ou 4 000 euros net. Il y a une différence énorme entre cette personne et monsieur Bolloré, pour se prendre cet exemple, ou monsieur Arnaud, qu'entre cette personne et des personnes appartenant à la classe moyenne, voire même des gens qui seraient très pauvres en France. Donc quand on parle des riches, on dit bien les ultra-riches. C'est ça. Hein, c'est bien clair dans mon propos. Après, on pourrait discuter parce que les 10% les plus riches, ça je vous ai parlé dans le cadre d'une société comme la France. En grosso modo, ça sera à peu près pareil en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. Mais si vous raisonnez, et nous devons le faire en tant qu'écologistes, en tant que personnes soucieuses de la question écologique, au niveau mondial, parce que la question écologique est mondiale. Et là, si vous faites le même raisonnement avec le revenu médian au niveau mondial, il va être beaucoup plus faible. Ça veut dire que les 10% de la population mondiale, soit 800 millions de personnes, il y a une très large partie des Françaises et des Français, par exemple, qui en font partie. C'est-à-dire que 40 à 50% des Françaises et des Français, dont moi et sans doute les personnes dans ce studio, nous faisons partie des plus riches à l'échelle mondiale. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a des discussions lors des COP notamment, on parle aussi des pays du Nord par rapport aux pays du Sud et les pays les plus riches, les plus émetteurs par rapport aux pays du Sud, les moins émetteurs. On est dans ce même rapport. Mais c'est un peu trompeur parce que vous avez une oligarchie, c'est un autre terme qu'on pourrait prendre et qui nous est familier à Monique Pinson-Charlot et à moi. L'oligarchie ou la classe dirigeante ou les hyper riches, il y a plusieurs possibilités, elle se retrouve dans tous les pays. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ça n'avance pas. C'est-à-dire que les phénomènes d'inégalité qui se sont développés de manière extrêmement forte depuis 1980 dans tous les pays à la suite de la révolution néolibérale de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan a entraîné une augmentation d'inégalités dans tous les pays, y compris la Chine, y compris la Russie, toute l'Amérique latine, mais tous les pays européens, le Japon, pas seulement les États-Unis. Et donc, il va y avoir une sorte d'intérêt commun, une oligarchie mondiale qui va freiner, parce que si on faisait une vraie politique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, on serait obligé d'interroger la distribution des revenus et donc de remettre en cause l'ordre social. Alors, donnons quelques chiffres supplémentaires pour bien comprendre pourquoi les émissions de CO2 créent le malaise. Incompréhension suscite la colère chez les plus modestes. Pour la France, les ultra-riches émettent plus de 200 tonnes de gaz à effet de serre, quand la moyenne de tous les Français est de 9 tonnes par an. 9 tonnes, 200 tonnes. Donc c'est vraiment pour être très très précis et donner à comprendre pourquoi nous nous posons la question ce soir de la responsabilité, en tout cas, et la prise de conscience des hyper riches par rapport aux questions planétaires et environnementales. Vous mentionnez beaucoup de cas très précis, Monique Pinson-Charlot, dans votre livre. Vous mentionnez pour la France le cas de la mine de lithium en Auvergne, mais nous allons, si vous voulez bien, vous emmener du côté de l'A69, 53 km d'autoroute entre Castres et Toulouse, emblème d'une lutte entre écologistes et capitalistes, dites-vous. Voici ce reportage diffusé sur Public Sénat le 25 octobre 2023. On y entend le sénateur du Bas-Rhin, Jacques Fernic, interpeller le ministre chargé des Transports, Clément Beaune. Monsieur le ministre Clément Beaune, resterez-vous sourd aux appels à arrêter le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres? Vous annoncez depuis des mois
que plusieurs projets routiers seront arrêtés parce qu'à l'heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant. C'est vous qui le dites et vous avez raison. Alors, comment pouvez-vous refuser de remettre en cause l'A69, ce projet autoroutier daté, typique d'un temps révolu où étaient clairement sous-estimés les enjeux écologiques? Votre ministère délégué est rattaché à celui de la transition écologique. C'est pour lui que le Conseil national de la protection de la nature est chargé de l'expertise sur la biodiversité. Il a émis un avis défavorable sur ce projet autoroutier. L'autorité environnementale compétente pour ce projet a rendu aussi son avis. Elle a jugé ce projet anachronique, reposant sur des données obsolètes. Et puis, 1500 scientifiques au moins, certains parmi les plus respectés au plan international sur le climat, vous disent que l'A69 est un de ces projets auxquels il faut renoncer. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il vous faut encore? Monique Pinson-Charlot, alors aujourd'hui, le projet a été arrêté, il y a une décision de justice, mais qu'est-ce que ce cas de l'A69 dit du sujet qui est le nôtre aujourd'hui, par rapport aux puissants, par rapport aussi au monde politique qu'on entendait là? Oui, alors moi je l'ai appelé un petit bijou oligarchique parce que, en effet, on se repère assez facilement sur les roueries et les rouages de l'oligarchie face justement au dérèglement climatique et à des décisions aussi absurdes que cette autoroute de 53 km qui relie donc Castres à Toulouse, autoroute qui est en parallèle avec la route nationale et qui fait au total gagner 20 minutes. Et cette absurdité, moi je me suis dit, ça va être intéressant de bien suivre ce dossier. Et j'ai été très aidée pour faire ce travail par Benoît Colomba et la cellule d'investigation de Radio France, qui lui nous apprend que... alors qu'est-ce qu'il nous apprend? Aidez-moi. Un entrelac de puissants, je crois. Oui, vous montrez que Emmanuel Miquel. Certains sont passés par des postes dans la haute administration. Le monde politique et celui de l'industrie ou des grandes entreprises se connaissent. Il y a une sorte de pantouflage, en fait, c'est ce que vous montrez. Oui, c'est ça, enfin, de pantouflage, oui. C'est-à-dire que la société concessionnaire qui a obtenu la concession de cette autoroute pour 55 ans a des liens très puissants avec des proches d'Emmanuel Macron, en la personne d'Emmanuel Miquel, qui est un homme qui est lié à la haute finance chez Paribas ou chez Morgan, et qui a des liens financiers avec Atosca, cette société concessionnaire de cette autoroute. Et puis, c'est Mediapart qui a montré qu'on nous avait un peu caché l'ampleur des aides publiques, qui ne sont pas de 29 millions, mais de 124 millions d'euros. Et puis, enfin, les liens avec le laboratoire Pierre Fabre, qui est très mobilisé dans cette affaire, qui a des intérêts là aussi. Et alors, quand c'est le député macroniste Jean Terlier, qui était le président de la commission à l'Assemblée nationale, chargé de comprendre justement les montages financiers et juridiques de cette affaire, eh bien, on s'est aperçu que la femme de Jean Terlier était une des dirigeantes du laboratoire Pierre Fabre. Donc moi, je me suis dit, non, c'est quand même trop beau, c'est un petit bijou. Voilà. Hervé Kempf, est-ce qu'on doit parler d'un entre-soi, d'une mécanique peut-être à l'œuvre qui, du coup, là, joue contre la planète, c'est vrai? Oui, mais pas seulement là. C'est ça le problème, c'est que c'est presque un microcosme d'observation qu'une sociologue comme Monique Pinson-Charlot décortique avec délice, quoique avec effroi, j'imagine. Mais on pourrait un plaisir retrouver... malsain, on peut dire. Oui, voilà, parce que derrière ce qui se passe, c'est vraiment la destruction de terre. Terre qui n'a pas seulement des enjeux climatiques, puisque si on fait une autoroute, il va y avoir beaucoup de voitures, donc encore plus d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a un enjeu aussi de destruction de terres agricoles ou de forêts extrêmement important. Il y a des vies humaines qui sont brisées. Voilà, il y a énormément d'enjeux qui se jouent derrière ce projet absurde. Mais ce type de connivence et de liens oligarchiques et aussi de refus de la démocratie, parce qu'il y a un élément qu'il faut ajouter et qui a été attentivement décortiqué et raconté aussi par Reporter, c'est la violence avec laquelle ce
type de pouvoir est imposé. C'est-à-dire que non seulement toutes les instances démocratiques de consultation sont balayées, sont méprisées, sont négligées, mais aussi, quand il y a une opposition citoyenne qui se met en place, il y a une violence d'État qui est extrêmement brutale. Et donc, vous pouviez avoir des compagnies de gendarmes qui tireraient ou qui affamaient des personnes branchées, perchées dans les arbres, des destructions extrêmement fortes, une répression judiciaire aussi très grande, des blessés. Donc, on a derrière ça, et ce qu'il faut dire, c'est que l'oligarchie et les intérêts privés ont derrière eux maintenant la puissance de l'État qui, de facto, n'est plus au service de l'État, de l'intérêt général, n'est plus au service du bien commun, mais approprié par la classe dirigeante. Ça ne veut pas dire que tous les actes de l'État vont être forcément mauvais, mais ils n'iront jamais à l'encontre des choix de l'oligarchie. Et c'est là qu'il se joue aussi non seulement cette destruction de l'environnement qui est absurde, mais elle se fait par la violence, par une violence d'État brutale et à nouveau... Enfin voilà. Alors, il faut quand même préciser, pour tous ceux qui nous écoutent, que là, il y a des cas, effectivement. Il y a aussi quand même, localement, de la co-construction qui se passe très bien, avec la prise en compte, dans d'autres cas, peut-être, de la parole, de la volonté de citoyens. Il n'y a pas que on en trouve assez rarement, c'est ça le problème. Bon. En ce moment même, il y a des projets de loi discutés au nom de la simplification des normes et qui se traduisent par une régression du droit environnemental extrêmement important. Ça se produit ces jours-ci, le 7, le 8, le 9 et le 10 avril à l'Assemblée nationale. Mais comme nous parlons par exemple d'entrepreneurs, avec une certaine généralité, moi ça me fait penser quand même à la Convention des entrepreneurs pour le climat qui voit même de grands patrons bouleversés, être conscientisés peut-être et avoir la volonté d'œuvrer différemment dans leur propre grande entreprise. Je ne sais pas, enfin, je me permets de reparler. Moi-même, je me considère comme un entrepreneur puisque, par exemple, Reporter, c'est 30 salariés, etc., même si on est dans l'économie sociale et solidaire. Et je crois qu'il ne faut pas opposer les entreprises et les ultra-riches. Moi, je fais clairement la distinction. On a besoin d'entreprises. Il y a plein de patrons de PME ou de patronnes de PME qui font de l'excellent travail et justement qui n'ont pas les mêmes intérêts que les classes dirigeantes et les grandes sociétés du CAC 40 parce que ces grandes sociétés, les gens dont nous parlons qui prennent les gènes privés, peuvent pratiquer l'évasion fiscale, peuvent mettre leur siège social à La Haye ou à Luxembourg. Alors que si vous êtes enraciné dans un territoire, en Lozère, il y en a relativement peu, mais en Seine-Saint-Denis, mais dans le Lot-et-Garonne, mais dans le Bas-Rhin, vous vous battez pour l'emploi de vos 30 employés et vous n'allez pas trafiquer avec la fiscalité. Et là, il faut distinguer les ultra-riches et des entrepreneurs qui font du bon travail. Alors, on parlait d'une classe dominante qui continue de favoriser l'extraction des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, pour des questions de profit immédiat, bien souvent, tout en ouvrant un nouveau marché, celui du capitalisme vert, tel qu'il est revendiqué par des grands patrons. Je propose d'écouter ces propos de Patrick Pouyanné, à la tête de Total Energy, à l'occasion de la rentrée du MEDEF. C'était le 30 août 2023. Bien sûr, je suis un producteur d'énergie fossile parce que c'est l'énergie que vous utilisez tous les jours. Et je vais revenir là-dessus. Et qu'il y a une erreur de croire qu'on va régler le problème du changement climatique en tout d'un coup affamant nos concitoyens d'énergie. Ça ne marche pas, ça. Ce ne sera pas acceptable. Quand je suis rentré dans le monde énergétique il y a 25 ans, les fossiles, c'était 82% du mix mondial. L'année dernière, c'était 81%. Alors, vous pouvez dire, on n'a rien fait. Si, on a fait des tas de choses. On investit, comme le dit la ministre, dans des capacités massives de renouvelables, même si il faut multiplier par 3 l'effort. Et ça, c'est la priorité. Mais pendant ce temps-là, la population mondiale croît. La population des pays émergents a un légitime besoin de niveau de vie plus élevé, la Chine. Et donc, on consomme de plus en plus d'énergie. Et donc, c'est le tombeau, la pierre qui tombe et qu'on continue. Alors, il ne faut pas renoncer, mais j'entends l'urgence des scientifiques et en même temps, il y a la vie réelle. La vie qui fait que l'an dernier, les Français, face à la crise, ont fait, et l'État français n'a pas eu d'autre choix, parce que sinon ça devenait insupportable pour les consommateurs, que de subventionner les énergies fossiles massivement. En Europe, plus de 500 milliards d'euros. France Culture, de Cause à Effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Et précisons que quand Patrick Pouyanné parle de l'urgence des scientifiques, c'est faire référence à Jean Jouzel qui était présent dans ces rencontres et qui avait tenté d'interpeller justement les personnes présentes. Monique Pinson-Charlot, vous en parlez beaucoup de l'entreprise Total Énergie dans votre livre, alors en parlant aussi du projet ICOP en Ouganda par exemple, avec le côté, je reprends vos propos, un néocolonialisme et déni des situations des propriétaires locaux, 118 000 personnes qui ont été expropriées. Voilà, vous voulez peut-être réagir de votre côté. Je veux bien réagir pour montrer que le cumul, comme l'a montré Jean-Baptiste Fressos, l'historien par rapport aux énergies qui se cumulent et qui ne se remplacent pas. Qui devient un millefeuille d'énergie, c'est-à-dire qu'on ne remplace pas les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Voilà. Les renouvelables viennent alimenter le système et même permettent d'extraire les fossiles, pourquoi pas. Oui, c'est-à-dire que surtout, ça élargit le champ de financiarisation du système capitaliste. Le nombre de titres c'est un élargissement des titres de propriété à des secteurs qui n'étaient pas trop touchés ou qui n'étaient pas touchés du tout. Et donc, au final, le capitalisme vert se cumule avec le capitalisme fossile et du coup, chaque année, chaque jour, même aujourd'hui, on a appris encore que le mois de mars avait été catastrophique. Chaque fois, c'est toujours des catastrophes en chiffres et en résultats concernant le réchauffement climatique. Et donc, tout cet habillage de cette escroquerie idéologique, de cette escroquerie, parce qu'on ne nous dit pas la vérité, est maquillé par l'idée du développement durable, l'emploi d'oxymores contradictoires qui nous empêchent de penser la réalité. Et surtout, je trouve que le capitalisme vert ouvre ce que Guillaume Blanc appelle le colonialisme vert, c'est-à-dire que les terres agricoles, les forêts, tout ce qui est bon encore dans les pays moins développés, que sont l'Afrique, l'Asie et d'autres pays émergents, servent à la compensation dans les pays occidentaux riches. C'est-à-dire que les pays occidentaux riches ont créé avec le protocole de Kyoto le marché des droits à polluer. Donc ils achètent des droits à polluer et ils doivent compenser. Par des reforestations qui se font dans les pays pauvres contre ces droits à émettre du CO2 comme ils le veulent. Voilà, exactement. Et puis c'est les crédits carbone. C'est des crédits carbone. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les forêts sont passées du statut de puits de carbone à des crédits carbone. À des puits de crédits carbone. Voilà. Hervé Kempf. Moi, je voudrais revenir sur M. Pouyanné. C'est ahurissant. Et le terme d'escroquerie qui a été employé me paraît tout à fait judicieux. Alors, il faut rappeler que M. Pouyanné, Patrick Pouyanné, président de la compagnie Total Énergie, gagne, je crois, 10 millions d'euros chaque année. Donc, comment quelqu'un qui gagne 10 millions d'euros chaque année peut parler de la vie réelle ? Est-ce que M. Pouyanné prend le métro ? Est-ce qu'il se demande à la fin du mois comment il va payer sa facture d'électricité ? Est-ce qu'il s'inquiète de comment ses enfants ou ses petits-enfants vont pouvoir aller à l'école ou trouver une garde s'il y a des difficultés ? Donc voilà, M. Pouyanné et la vie réelle, c'est simplement n'importe quoi. Alors, en plus, il n'est pas là pour se défendre, mais en tout cas, il est là pour se défendre. Un état des lieux. Écoutez, il passe beaucoup plus souvent dans beaucoup de médias que vous. Voilà. Et de toute façon, je serais ravi de discuter avec M. Pouyanné, mais il se trouve qu'il n'accepte pas beaucoup d'entretiens avec des journalistes qui pourraient lui poser des questions ennuyeuses. La deuxième chose, c'est que la vie réelle, c'est tout à fait la catastrophe écologique dans laquelle nous sommes plongés, sur laquelle je ne vais pas décrire. C'est évidemment dans cette émission, on le sait, mais il faut le rappeler. C'est extrêmement important. Deuxième point, il dit les gens utilisent de l'énergie. Oui, mais parce que on ne leur permet pas de faire autre chose. On continue à faire des autoroutes alors qu'il y a une route nationale.
on laisse des trains se défaire. On éloigne des maternités, des centres des impôts, des écoles, des administrations publiques de tout le tissu régional, ce qui oblige les gens, du coup, à utiliser leur voiture pour aller à 100 km de là, etc. On ne développe pas les énergies nouvelles, on ne fait pas le travail sur les économies d'énergie. Et donc, évidemment, on rogne les sur gens... les aides, puisqu'il faut quand même préciser que pour s'adapter et passer dans cette transition, cela coûte cher. Et ce qui coûte cher, c'est le coût certains du foyers ont changement besoin climatique. d'être aidés quand il s'agit d'isolation ou oui, et donc il faut trouver l'argent. Vous avez raison pour orienter notre économie et notre société dans le bon sens et dans un sens écologique, de la sobriété qui permettra aux gens de vivre convenablement sans avoir à payer, à être asphyxiés par leur facture d'électricité ou leur prix de pétrole pour remplir la voiture pour aller au loin. Eh bien, il faut faire une redistribution des richesses. Et M. Pouyanné est peut-être quelqu'un de très brillant, je suis sûr qu'il est extrêmement intelligent. Est-ce qu'il a besoin de 10 millions d'euros par an? Non. Donc je propose que M. Pouyanné gagne 400 000 euros par an, allez, 600 000, comme ça il pourra aller à New York, et puis il connaîtra un peu mieux la vie réelle, et du coup les 9 millions et 400 000 euros, on les remet au service du bien public pour développer la sobriété énergétique et la sortie des énergies fossiles dans lesquelles il faut aller. En fait, il y a un enjeu fondamental, il faut le rappeler, c'est que ces ultra-riches prennent l'argent de la société. Il y a des propositions de taxes qui sont modérées, c'est ce qu'on appelle la taxe qui est portée par l'économiste Gabriel Zucman, qui dit 2% d'imposition sur le patrimoine des plus riches. Ça permettrait de générer des milliards d'euros qu'on pourrait mettre, et vous avez tout à fait raison Aurélie Luneau, par exemple, dans des vraies politiques d'économie d'énergie qui, au passage, réglerait une partie des difficultés des classes les plus pauvres, nous permettrait d'être indépendants du gaz russe et du gaz de M. Trump, et qui permettrait de générer de l'emploi local. Pourquoi on ne le fait pas? Donc prenons l'argent de M. Pouyanné, puisque c'est un homme très intelligent et très sympathique apparemment, et allons dans cette direction. Ou d'autres, parce qu'il faut préciser que même si vous avez mentionné beaucoup de millions, il reste dans la partie basse des ultra-riches, non? Non, à 10 millions, il doit être quand même dans les 0,1%. Voilà. Il y en a d'autres. Écoutez, à ce stade de l'émission avec EMF, parce que je vous sens bien chauffé là, on peut découvrir votre choix musical, peut-être. Vous avez proposé les Mercurials qui chantent Stuck in the Middle. Oui, bon là on va comprendre tout de suite avec les paroles pourquoi. Countryside. I'm somewhere in between to the suburbs. Don't want to say goodbye. Goodbye. I guess I'm stuck in the middle. I guess I'm doing fine. But to stand out from these standards isn't so easy. No, it's not. I'm not old, but I'm no child. Middle-sized, white guy, not stupid, but not bright. My habit, or maybe I'm sad. One day I'm on welfare, the other day I paid taxes. I guess I'm stuck in the middle. I guess I'm doing fine, but to stand out from these standards isn't so easy. C'était les Mercurials. Stuck in the Middle, c'est le choix de notre invité Hervé Kempf. Dans Deux causes à effet, nous poursuivons notre magazine de l'environnement sur France Culture. Les plus riches, sur quelle planète vivent-ils? Capitalisme et planète durable sont-ils compatibles? Nous en discutons avec nos deux invités. Hervé Kempf, rédacteur en chef du journal Reporter, le quotidien de l'écologie, co-auteur avec Juan Mendes de la BD Comment les riches ravagent la planète et comment les en empêcher, une BD publiée aux éditions du Seuil. Et avec nous Monique Pinson-Charlot, sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS et auteur du livre Les riches contre la planète, violence oligarchique et chaos climatique, un livre paru aux éditions Textuelles. On a quand même l'impression que ce qu'on fait ne sert à rien en fait.
J'ai un petit message pour les scientifiques du climat qui dépriment parce qu'on les écoute pas vraiment. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. On n'est 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 pas tout seul. Pas tout seul parce que selon une vaste enquête menée auprès de 12 000 habitants de l'Union européenne, le climat est la préoccupation numéro 1 de 40% des Européens et même 46% des Français, devant la criminalité, une crise économique, même une guerre nucléaire et l'immigration. Bon, ça va pas forcément arranger leur morale, mais des dizaines de chercheurs signent une nouvelle étude publiée ce mercredi. Selon eux, le réchauffement climatique causé par les activités humaines a atteint un rythme sans précédent et limiter la hausse des températures à 1,5 degré devient quasiment impossible. Les scientifiques espèrent que leurs craintes seront entendues dans les urnes. C'était une chronique de Léo Técher sur France Info le 5 juin 2024. Les scientifiques en rébellion. On voit bien qu'il y a quand même des voix qui se font entendre, au-delà de l'incompréhension que l'on peut palper aussi dans la société avec ce gap en fait entre les ultra riches et le reste de la société. Comment est-ce que vous voyez dans les solutions dont nous allons parler maintenant, peut-être aussi les potentiels de ceux qui peuvent toucher, autrement alerter ces actions de scientifiques? Monique Pinson-Charlot. Moi, je trouve que c'est très, très intéressant. Moi, quand j'ai lu la pétition des 1000 chercheurs le 20 février 2020 dans Le Monde, appelant à la désobéissance civile, appelant à sortir des laboratoires, l'avenir est très sombre. Nous, chercheurs, nous devons prendre nos responsabilités. Et puis aujourd'hui, il y a presque 2000 personnes dans le sous-groupe d'Extinction Rébellion qui s'appelle Scientifiques en Rébellion. Voilà. Et donc, évidemment, comme la science est très instrumentalisée par les dominants, par les capitalistes, précisément avec le chaos climatique dont ils portent l'entière responsabilité, la réaction de tous ces scientifiques en rébellion, là qui en ce moment soutiennent les scientifiques américains par des manifestations auxquelles j'ai participé, tout ça va dans le bon sens, présente des solutions qui doivent être variées et qui, pour qu'elles aient du poids, doivent être coordonnées. C'est-à-dire, c'est le fonctionnement de la classe dominante marche bien parce que tout est coordonné par des institutions qu'ils maîtrisent. Ils sont beaucoup moins nombreux que nous et ça fonctionne. Mais comme proposition... Il y a un maillage, en fait, c'est ce que vous nous dites. C'est ça, la coordination. Et du coup, c'est ce que je propose, moi, pour qu'on arrive à dresser une perspective post-capitaliste, c'est d'une part demander que le GIEC lui-même ouvre cette perspective, on ne travaille pas que seulement sur la perspective capitaliste qui continue, on ouvre une perspective post-capitaliste et comme ça, on n'aura plus qu'à comparer. Parce que quand il y a eu quand même le confinement et que la production s'est arrêtée, on a vu quand même le ciel devenir bien bleu, là, il n'y avait plus de pollution, moi j'avais même des coquelicots dans mon jardin, enfin c'était extraordinaire. Et on avait le sentiment que la prise de conscience était plus généralisée, parce que des tribunes avaient été publiées à l'époque dans les Échos ou dans Le Monde de grands patrons, de multinationales et de puissants et qui disaient que le monde d'après ne serait plus le même. Aujourd'hui, on a plutôt le sentiment d'être dans, et vous le mentionnez dans votre livre aussi, Monique Pinson-Charlot, dans l'effet Don't Look Up, pour reprendre le titre du film d'Adam McKay, sorti en décembre 2021 sur Netflix. Une prise de conscience, la crise climatique est connue, elle est intégrée dans tous les cerveaux, mais dès qu'il y a un équilibre de système mis en place, là, ça ne franchit plus le pas. Hervé Kempf. Je ne crois pas qu'il y ait une prise de conscience des ultra-riches. Vous êtes plus méchant, alors vous. Mais ce n'est pas une question de méchanceté. Non, j'entends bien. Je n'ai aucune méchanceté. Je suis en totale bienveillance. Et je souhaite que Bernard Arnault fasse du compost et devienne agriculteur en Lozère. Voilà, ce n'est pas de problème de méchanceté. Mais en revanche, quand on voit... Pourquoi je cite Bernard Arnault parce qu'il était là le 21 janvier à Washington, le jour de l'investiture de Donald Trump, le même jour où Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a fait un salut nazi.
et on a en fait une extrême droite qui est au pouvoir. Et clairement, ni M. Musk, ni M. Trump, ni manifestement M. Bernard Arnault, dont j'ai lu attentivement toutes les interviews que je pouvais lire de lui, n'accordent une réelle importance au changement climatique et à la catastrophe écologique. Donc je crains, et c'est ça le drame, quelque part, c'est qu'il n'ait même pas cette conscience. On a pour l'instant une classe dirigeante qui est devenue, je n'ose pas dire folle, mais totalement avec une vision du monde très segmentée, animée par une hubris, c'est-à-dire un sens de l'illimité, et une vision très techno-solutionniste, une sorte de révérence, de mystification des progrès de l'ordinateur, de la technologie, qui les fait oublier aussi bien les gens de peu. Et là, l'expression de M. Emmanuel Macron était très claire. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. C'est une déclaration absolument cardinale et qui leur fait croire que on pourra se passer d'une planète en bon état. La vision du surhomme, Monique Pinson-Charlot, la capacité des technologies à nous sauver, c'est ce que vous percevez vous aussi ? C'est ce que disent les riches pour sauver la planète, entre autres. Mais par rapport à la conscience des riches des conséquences de leurs multiples prédations sur le chaos climatique, c'est même pas un dérèglement, c'est un chaos, là je suis pas d'accord, parce que vraiment tout nous prouve que depuis longtemps, ils savaient bien, grâce aux multimilliardaires américains qui ont su financer des chercheurs pour savoir au début des années 70 ou 80 quelles allaient être les conséquences sur le climat des prédations avec les énergies fossiles et tout le reste. Et c'est comme ça qu'ils ont su les résultats qui sont catastrophiques, qu'on leur présente comme catastrophiques, et c'est pour ça qu'ils créent le GIEC. Et que le GIEC, c'était très important pour eux, ils ont toujours des longueurs d'avance, et donc ils ont tué avec le GIEC la critique sociale dans l'œuf. C'est-à-dire, pour que ça ne tombe pas dans de mauvaises mains, le GIEC, les chercheurs sont quand même sous contrôle, et les résumés doivent être signés par l'ensemble des pays. Alors quand il y a les États-Unis et l'Arabie Saoudite, pour les énergies fossiles, évidemment, ça pose des problèmes. Il faut rappeler que le GIEC a été créé en 1988 sous l'égide de l'ONU, qu'il est censé éclairer les 195 États membres. Et on peut par exemple mentionner les travaux de Carrie de Prick, qui a travaillé sur le sujet, qui parle de machine à consensus, parce qu'effectivement, même si tous les scientifiques sont très impliqués et font un travail formidable, in fine, les rapports font l'objet d'une présentation résumée, négociée, une relecture des États, et on voit que certains jouent des coudes parce qu'ils estiment que ce n'est pas acceptable par rapport à leurs ambitions, en tout cas surtout étatiques. Par rapport à la conscience de la gravité du chaos climatique, ils accepteraient cette ouverture d'une autre perspective, d'une perspective basée sur le partage, sur l'humanité, sur l'altérité, en tout cas plus sur la prédation de type capitaliste. Et donc, au final, aujourd'hui, la seule solution, évidemment, on est face à un capitalocène et pas un anthropocène. Puisque les 50%, ça tu l'as mis dans la BD, c'est très bien dessiné, les 50% les plus pauvres de la planète n'émettent que 12,8% de toutes les émissions sur la planète, tandis que les 10% les plus riches émettent 48% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Donc si vous voulez, c'est pas une question de nombre d'individus, c'est une question de système économique hautement prédateur qui est en train de mettre à mal l'habitabilité de la planète. Et de responsabilité, puisque, faut-il le rappeler, le réchauffement, par exemple en France ou en Europe, on est en train de se préparer à une adaptation à 4 degrés, d'ici la fin du siècle. Et on n'a pas parlé de l'eau, mais c'est vrai qu'au-delà de destruction, effondrement de la biodiversité et des questions du réchauffement climatique et de ses effets, montée des eaux, les millions de personnes qui devront partir aussi des littoraux. En 2050, c'est 5,3 milliards d'humains qui manqueront d'eau. Hervé Kempf, la pénurie d'eau, 5 milliards, c'est la moitié de la population. Oui, donc là, je crois qu'il est temps de rappeler une phrase qui maintenant est bien connue, qui avait été initiée par Frédéric Jameson, un
intellectuel américain des États-Unis il y a bien longtemps, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Là, il faut changer, puisque vous vouliez nous orienter vers les solutions, et vous avez raison. Là, déjà, il faut changer l'imaginaire. Donc, il faut dire, il est plus facile d'imaginer la fin du capitalisme que la fin du monde. Donc déjà, mettons-nous dans l'idée d'aller vers le post-capitalisme, de sortir de cette situation historique particulière qu'est le capitalisme, qui a eu son moment historique et dont maintenant il faut sortir. Alors, si on suit la voie des dominants à l'heure actuelle, ils nous entraînent vers le chaos. Non seulement le chaos climatique, mais le chaos de la violence. On le voit clairement entre M. Poutine, entre M. Netanyahou et ce qui se dessine du côté de Trump et Musk. Voilà, c'est le recours à la violence, l'acceptation d'un conflit social généralisé et une lutte de classe. Et il faut rappeler que c'est pas Marx qui parle actuellement de la lutte de classe, c'est Warren Buffett, qui est un grand milliardaire américain, qui disait oui, la lutte de classe existe et c'est nous, les riches, qui la gagnons. Donc nous allons même parler de la guerre. La guerre des classes, exactement. Nous allons vers des chocs sociaux plus violents, c'est ce que vous dites. Sauf si, précisément, parce qu'autrement, on ne peut pas accepter le pire. Donc, si on va vers le meilleur et on se dit, on va aller vers le post-capitalisme, on peut changer notre culture commune et plutôt que d'être dans la compétition, dire que les valeurs de la coopération sont les plus intéressantes, plutôt que de chercher le profit comme M. Pouyanné, qui veut soigner les actionnaires de Total Énergie, eh bien, aller vers le bien commun et les services publics, plutôt que accumuler des biens, chercher des liens sociaux entre les gens. Voilà, il y a déjà une culture que l'on peut changer. Et puis, je crois aussi qu'il faut dire quelles sont les mesures politiques qu'il faut faire. Et l'axe fondamental, c'est réduire les inégalités. C'est absolument central. Je vais juste donner un chiffre qui est paru dans la revue Forbes récemment. Donc Forbes, c'est vraiment un des magazines des ultra-riches aux États-Unis. Un peu plus de 3000 milliardaires, 3000 personnes, valent désormais 16 100 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près 15 000 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 6 à 7 fois le PIB d'un pays comme la France. Donc là, on est au-delà du bon sens. Il faut rapatrier cette richesse et la remettre au service du bien commun pour réduire fortement les inégalités et aller ensemble vers une sobriété qui permettra à tout le monde de vivre correctement, d'avoir du travail et de pouvoir s'occuper de ses enfants et de sa famille. Donc taxer les hyper riches, une proposition avait été faite d'ailleurs lors du dernier G20 qui s'est tenu à Rio au Brésil en novembre 2024, une proposition d'ONG et d'économistes. De Gabriel Zucman, effectivement. Et qui proposait de taxer les 3000 plus riches du monde de 2%, ce qui permettrait de financer aussi la lutte contre le réchauffement climatique, d'essayer de réduire un petit peu les inégalités. Je vous propose justement, puisqu'on parle quand même aussi d'économistes et des ONG, signaler qu'il y a des économistes importants et pas des moindres, comme Esther Duflo, Thomas Piketty ou Lucas Chancel, qui sensibilisent à la nécessaire et indispensable prise en compte des plus pauvres. Je vous propose justement d'écouter Lucas Chancel. C'était sur France TV 5 Monde le 18 novembre 2018, juste au moment des manifestations anti-taxe carbone. J'ai publié un livre qui s'appelle « Insoutenables inégalités pour une justice fiscale et environnementale » qui est précisément sur cette idée qu'on ne doit pas avoir aujourd'hui à choisir entre le social d'un côté et l'environnement de l'autre. Et si on réfléchit un peu, si on se pose les bonnes questions, on peut tout à fait mettre en place des politiques climatiques et sociales. Le gouvernement, cette année, a décidé d'avancer dans la mise en place d'une politique climatique qui est telle qu'elle a été faite, antisociale. Pourquoi ? Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette taxe carbone pèse de manière disproportionnée sur les classes moyennes et les classes populaires. 5 fois plus sur les classes moyennes et populaires que sur les classes aisées. Une manière de gérer ça, c'est de faire une fiscalité progressive, donc plus juste, c'est de faire davantage contribuer les multinationales, davantage contribuer les gagnants de la mondialisation, pour alléger un peu l'effort qui pèse sur les classes populaires et les classes moyennes. Et si vous faites ça, vous avez beaucoup moins de sentiment d'injustice et vous avez une population qui est davantage encline à accepter des transformations de leur mode de vie pour résoudre ce problème climatique. Pour certains qui se disent rompre avec la société d'aujourd'hui, ça peut faire peur quand même, avec un autre système que le capitalisme. On entend quand même des économistes qui ont réfléchi, et là j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres, qui montrent qu'il y a des clés, des moyens, que cette société d'après, c'est pas une vue de l'esprit. C'est un manque de volonté, peut-être. En tout cas, vous voulez peut-être réagir au reportage Monique Pinson-Charlot. Oui, c'est parce que moi, je suis assez opposée
à cette façon de parler de l'économie, de la sociologie, des entrepreneurs et tout ça. Je préfère la pensée relationnelle, parce que si vous voulez, comme spécialiste quand même de la classe dominante, je peux attester que on peut essayer de mettre toutes les taxes qu'on veut. Bon, ils s'arrangeront toujours d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'ils sont en connivence avec les politiques. Donc tout ça, ça forme une petite oligarchie. Et finalement, ce qu'on leur demande, moi, ce que je leur demande, c'est de payer leurs impôts. Déjà, franchement, avec les cadeaux fiscaux qu'a fait Emmanuel Macron dès qu'il est arrivé à l'Élysée, c'est tout de même énorme, en supprimant la solidarité, en supprimant l'ISF, en supprimant la progressivité, en mettant les impôts sur les revenus du capital à 12,8%. C'est quand même énorme. Alors, les taxes qu'on propose par ailleurs, moi, je préfère dire qu'on doit tous contribuer au bien commun. Tout le monde doit payer à la hauteur de sa fortune, et les riches ne doivent pas avoir des privilèges aussi énormes que ceux dont ils bénéficient aujourd'hui. Je préfère qu'on raisonne en termes de guerre de classe, de rapport de classe, pour ne pas se tromper de combat. Et je trouve, alors moi, dans le livre que j'ai écrit, j'ai donné une place importante justement à m'autocritiquer, à nous autocritiquer, nous qui luttons contre précisément ces rapports de classe aussi violents qui détruisent la planète aujourd'hui, en disant peut-être que nous ne sommes pas à la hauteur, nous sommes divisés alors que eux sont unis. Comment se fait-il qu'on ne soit pas suffisamment intelligent, suffisamment mobilisé pour nous coordonner, nous aussi? On ne sera jamais tous d'accord, il y aura des partis, des syndicats, etc., des institutions diverses et variées, mais c'est tous ensemble qu'on doit arriver à supprimer les égaux, à supprimer les phénomènes de concurrence. C'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et peut-être que la jeune génération peut pousser aussi de son côté. Vous mentionnez dans votre livre ce qui s'est passé en 2021 sur le campus de Polytechnique, d'ailleurs Paris-Saclay dans l'Essonne, avec l'implantation d'un centre de recherche et d'innovation lié aux énergies, aux sciences des modèles, donc de Total Énergie. Ces jeunes-là, que ce soit à Polytechnique, que ce soit à Centrale, que ce soit dans d'autres écoles, ils donnent la voix aussi, Hervé Kempf. Est-ce que vous sentez que finalement, est-ce que, à l'image de Monique Pinson-Charlot, vous avez, vous, l'espoir de voir quelque chose bouger si vraiment une base s'organise aussi bien que l'oligarchie dont nous parlons depuis le début, à travers le monde, parce qu'il n'y a pas que la France? J'en suis absolument persuadé. C'est-à-dire que le constat et ce que l'on dit là depuis une heure, en fait, on n'invente rien. Tout le monde le sait. Et si ça n'est pas plus dit, c'est parce que la classe dominante possède la majorité des journaux et des médias. Et si on peut dire avec une certaine franchise et peut-être vigueur les choses qui ont été dites aujourd'hui, c'est parce qu'on est sur le service public. Le service public. C'est-à-dire que je suis sûr que demain, vous inviterez quelqu'un d'un avis totalement opposé et il y aura la diversité. Voilà. Alors que le type de voix parler de lutte de classe, comme vient de le faire Monique Pinson-Charlot, et d'oligarchie, ça n'est pas possible sur la majorité des grands médias. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que derrière ce manteau médiatique, il y a une réalité qui bouge, il y a des alternatives dans tous les coins, il y a des coopératives, il y a des initiatives, et il y a des luttes dans tous les coins. On a parlé tout à l'heure de l'A69. Si finalement la justice a dit stop, c'est parce qu'il y avait une lutte pendant des années, et très courageux, et des jeunes gens et des jeunes femmes d'un courage physique tout à fait admirable, et puis des experts, des citoyens, des associations, des élus, etc. Il y a en ce moment deux bagarres, c'est pire que ça, pardon, j'enlève le mot pire, c'est plus important que ça, il y a des révoltes absolument fascinantes, extraordinaires, en Serbie, qui sont menées par des jeunes contre un régime corrompu. Il y a une mobilisation populaire extrêmement importante en Turquie, là aussi contre une dictature. Donc je crois vraiment que les capitalistes essayent de nous entraîner vers la voie du chaos en créant des boucs émissaires, le nationalisme, en nous disant les immigrés, l'islam sont les dangers. Et puis il y a une sorte de bon sens, d'énergie, qui est en train de se mobiliser pour dire non, il faut un autre monde. Et je reviens juste, vous avez employé le mot peur par rapport à l'éventualité qu'on passe du capitalisme au post-capitalisme. Mais il faut rappeler, moi, quand vous nous dites
5 milliards, selon certaines projections, 5 milliards de personnes vont manquer d'eau en 2050. C'est ce qui doit nous faire le plus peur. Mais c'est de ça qu'il faut avoir peur. Et donc, il faut absolument empêcher ce monde terrible. Et pour l'empêcher, il faut se coordonner. Moi, je retiens l'idée très forte de Monique Pinson-Charlot. Il faut que tous ceux qui pensent, et toutes celles qui pensent avec d'autres mots et d'autres sentiments, ce que je crois on a dit, nous n'arrivions à nous coordonner. Et rêver d'un autre avenir. On arrive au terme de l'émission, mais nous allons certainement continuer cette discussion, je n'en doute pas. Merci à tous les trois, merci à tous les deux. Rêver d'un autre avenir, urgence d'agir. Je crois que le message, en tout cas, est passé. Merci Monique Pinson-Charlot. Je rappelle le titre de votre livre, Les riches contre la planète, violence oligarchique et chaos climatique. Un livre paru chez Textuel. Hervé Kempf a conseillé la BD réalisée avec Juan Mendes, Comment les riches ravagent la planète et comment les en empêcher. On peut dire que tout est dit également dans cette BD éditée au Seuil. Vous êtes très complémentaires tous les deux dans vos propositions. Références, bibliographie, lien à trouver sur le site de l'émission franceculture.fr de Cause à effet, décidément, et d'autres podcasts en lien avec le sujet. Et aussi, bonne soirée à tous.